Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Voilà, j'interviens sur mon propre Insta pour faire une vidéo en direct, ou les vidéos en direct parce que je pense que c'est mieux. Il y a quelques années, j'avais lancé dans le cadre de Subbaro les grands noms du droit. Il s'agissait d'évoquer la doctrine de façon générale et ce week-end, Mireille Delmas-Marty est décédée. Mireille Delmas-Marty était ma directrice de thèse. Et j'ai donc voulu faire un grand nom du droit qui lui soit simplement consacré, qui ne soit pas spécialement estampillé Subbaro. Ce n'est pas un hommage, bien évidemment, officiel. À aucun titre, je ne pourrais me permettre ici de revendiquer une quelconque légitimité là-dessus. Simplement, c'était ma directrice de thèse. Et son apport en termes de droit est tellement fondamental ici qu'elle mérite bien d'avoir quelques hommages. Parmi ces hommages, je vais d'ailleurs proposer à nos étudiants de Subbaro cette année de prendre le nom de promotion de Delmas-Marty. Je pense que c'est la moindre des choses compte tenu de son apport au droit. Alors Mireille Delmas-Marty, c'est donc un professeur de droit. Elle est née en 1941 et elle est décédée donc en 2022. Je suis particulièrement attristé par son décès. Je me permettrai simplement de dire quelques mots sur ma relation avec elle, celle de la relation d'une directrice de thèse avec son élève. Elle m'a appris la recherche concrètement. Je l'ai eu en master, elle m'a fait découvrir une matière incroyable, la politique criminelle. Et par la suite, voilà, comme j'ai fini major du master, elle a accepté de diriger ma thèse. On s'est vu à de très nombreuses reprises. Malgré son emploi du temps surchargé, vraiment, elle a toujours su me consacrer du temps. Et je me souviens d'une anecdote que je partage avec vous. C'est à un moment donné, on était plutôt vers la fin de ma thèse et je sentais que c'était le moment de soutenir. Je présente tous mes travaux, elle les relit. Elle me fait un retour en me disant « Mickaël, c'est plat et ennuyeux ». Et bon, je suis complètement déconstruit, on va dire. J'étais chez elle et bon, je vais pour partir. Elle me dit non, on va rester, on va discuter un petit peu. Est-ce que vous savez est-ce que vous vous rendez compte du compliment que je viens de vous faire? Dernière fois que j'ai entendu un tel compliment, c'était Robert Voin qui me le disait à moi-même. J'ai été très flatté, j'ai soutenu par la suite ma thèse, je suis devenu maître de conférence. Elle a été également dans mon jury HDR. Donc elle est venue à Amiens, elle a pu à ce titre-là rencontrer mes chers collègues et surtout mes étudiants. Et donc on a, Mireille Delmas-Marty, on va dire, a suivi ma carrière. Intellectuellement, c'est quelqu'un d'extrêmement brillant qui m'a beaucoup guidé justement dans les différentes phases de la thèse. Et pour le peu de travaux que j'ai encadrés à ce titre-là, j'espère avoir été... je me suis en tout cas beaucoup inspiré d'elle et sur la gestion des équipes aussi, beaucoup... de ce point de vue-là, notamment mon goût du droit comparé, de la transversalité. Alors, plutôt que de faire un grand monde du droit consacré à toute son œuvre, qui est extrêmement vaste, j'évoquerai simplement des aspects que je connais bien, ceux que je connais le mieux, ceux sur lesquels j'ai travaillé. Pas nécessairement le flou du droit qui est exceptionnel, je laisse à d'autres parce que vraiment c'est de la théorie et c'est tout aussi intéressant de le faire. Mais d'abord la commission justice pénale et droits de l'homme. Ensuite également l'ouvrage procédure pénale d'Europe, enfin peut-être les grands systèmes de politique criminelle en quelques mots, sachant que bien évidemment si vous voulez intervenir n'hésitez pas à le faire. Mireille Delmas-Marty est désignée en 1988 pour diriger la commission justice pénale et droits de l'homme par le gouvernement de l'époque. Il s'agit d'envisager une réforme, une refonte globale de la procédure pénale, une refonte qui n'aura jamais lieu. La commission travaille. Et en 1991, elle rend le rapport sur la mise en état des affaires pénales, un projet extrêmement ambitieux sur tout ce qui précède le jugement. Dans cette phase préliminaire au procès pénal, elle a auditionné, réuni un très grand nombre de contributions de qualité et de personnes très diverses qui dénoncent justement les difficultés qui sont inhérentes à l'absence de droit de la défense durant la phase d'enquête. C'est ça cet aspect fondamental. Et l'affaire Tomasi contre France, où la France est condamnée pour traitement inhumain ou dégradant en 1992, va relancer véritablement la transcription en droit positif de ces travaux,
qui s'opère par le biais de la loi du 4 janvier 1993 sur cette question-là. C'est l'apparition, à partir de ce moment-là, de l'avocat lors des gardes à vue. Et depuis lors, ça n'a eu de cesse que de se développer. Voilà, alors, ça n'a eu de cesse que de se développer. De toute façon, je voulais faire un clin d'œil aujourd'hui à une autre décision. Il y a toujours une limite à ce développement des droits de la défense lors de la garde à vue. Cette limite, c'est quoi? C'est que l'avocat n'a toujours pas accès au dossier, mais que la chambre criminelle, toujours à l'heure actuelle, dans un arrêt qui, aujourd'hui, a 10 ans, 14 février 2012, admet que la Convention européenne des droits de l'homme n'exige pas cet accès au dossier de la procédure. Donc d'abord, c'est l'apparition d'avocats lors de la garde à vue. Ce que prônait de façon générale Mireille Delmas-Marty, c'était une phase préliminaire unique où on fusionnait enquête et instruction, on fusionnait les deux. On plaçait l'enquête et l'instruction, donc cette phase préliminaire, sous l'autorité, sous le contrôle d'un magistrat du parquet qu'elle souhaitait comme étant indépendant et impartial. Là, par contre, ça n'a pas été fait. Par contre, la fusion enquête et instruction, aujourd'hui, lorsque l'on regarde bien les règles de procédure pénale, on voit bien que les différents régimes d'enquête entre la préliminaire et la flagrance se justifient moins qu'avant, avec cette possibilité toujours d'autoriser, lors de l'enquête préliminaire, des perquisitions et saisies sans l'assentiment de la personne. Quant à la distinction entre l'enquête et l'instruction, ça se justifie tout aussi moins qu'avant, parce que si lors de l'instruction, on a la figure du juge d'instruction, lors de l'enquête, un autre juge intervient, le juge des libertés et de la détention. Elle préconisait donc une phase unique préliminaire, placée sous le contrôle du procureur de la République, et le parquet était indépendant et impartial. Là-dessus, on va dire, le droit positif a failli de ce point de vue-là. Et le contrôle de légalité était opéré par un juge des libertés. Bon, ça n'a pas été transcrit en droit positif, mais ça continue d'inspirer de façon générale les réformes, que ce soit le souffle des droits de la défense lors de l'enquête. On en voit d'ailleurs une dernière manifestation avec la loi du 22 décembre 2021 qui permet d'avoir accès au dossier lors de l'enquête, alors à certaines conditions, passer certains délais, 1 an ou 2 ans selon les circonstances. Donc le souffle de l'enquête continue de souffler sur la phase d'enquête. Par contre, c'est vrai que toute réforme du code de procédure pénale, réforme globale, semble complètement enlisée. Des années plus tard, c'était le comité léger qui avait été mis en place par Nicolas Sarkozy, a tout autant échoué à parvenir à l'adoption d'un code de procédure pénale, mais vraiment ce diptyque entre la loi du 4 janvier 1993 et la loi du 24 août 1993 forme véritablement une révolution en la matière, et c'est assez paradoxal de voir que cette commission, très estampillée à l'époque, ça voulait aussi dire quelque chose de gauche, parvient au même résultat quasiment que le comité léger des années plus tard, quelque chose de droite. Mireille Delmas-Marty, outre cette commission, bien évidemment, a vraiment œuvré à diriger l'ouvrage Procédure pénale d'Europe, qui permet de comparer un petit peu les différentes procédures en Europe. Je parle de cet ouvrage parce que c'est vrai que ça a préfiguré l'élaboration du corpus juris, le corpus juris qui, quant à lui, prévoyait ici une fusion pour certaines infractions dans le cadre de l'Union européenne, alors que c'était commis dans le cadre de l'Union européenne, pour avoir une harmonisation encore plus poussée en la matière, ce qui préfigure au parquet européen, notamment, et à un certain nombre d'engagements internationaux de la France. C'est véritablement une œuvre qui était une œuvre majeure à ce titre-là. Et puis, la politique criminelle. Alors, la politique criminelle enseignée par Mireille Delmas-Marty, c'était quelque chose, c'était une matière totalement ébouriffante, je dirais, vraiment totalement, très intéressante, très pointue, très technique, de ce point de vue-là. On y détaillait 3 grands types de réseaux, de réponses à une transgression. Le réseau pénal, le réseau administratif et le réseau civil, avec différents mouvements qui pouvaient affecter ces réseaux. Différents mouvements, et notamment d'étudier un phénomène de décriminalisation qui suppose en fait d'avoir un fait
qui jusqu'ici reçoit une réponse pénale qui ne reçoit plus du tout de réponse juridique, ou un phénomène de dépénalisation, un fait qui jusque-là avait une réponse pénale et qui bascule vers un autre réseau administratif ou civil. Ça permet d'abaisser la sanction, mais ça permet parfois d'en renforcer l'effectivité. Alors, c'est assez complexe comme matière. Moi, je trouvais ça véritablement tout à fait intéressant et percutant comme dispositif. Et on peut en citer comme exemple ce qui a trait à la consommation de stupéfiants, qui depuis une ordonnance en 2020, eh bien, en cas de consommation de stupéfiants, il existe aujourd'hui une amende forfaitaire. Et cette amende forfaitaire, justement, c'est une forme de réponse. Alors ça reste du pénal, mais c'est une forme de réponse qui permet de ne pas avoir à saisir un tribunal, une réponse rapide avec une amende forfaitaire qui permet d'échapper à la sanction pénale. On a comme ça la possibilité d'avoir, pour certaines infractions, des réponses qui sont des réponses ponctuelles et donc des réponses efficaces. Voilà. C'est-à-dire que, vous voyez, pour la pensée d'Elmas Marty, en tout cas de ce qui, moi, m'a marqué, l'aspect essentiel demeure cette considération-là. C'est-à-dire que, en étudiant bien les textes, les différentes réponses susceptibles d'être apportées à un phénomène qui est un phénomène de transgression, d'être capable d'apporter la réponse juridique idoine la plus appropriée. La consommation de stupéfiants concerne énormément de personnes, donc du coup, saisir les tribunaux pour ça, c'est un engorgement des tribunaux. Pour rendre la réponse pénale efficace, il faut un système qui est un système rapide et donc le système de l'amende forfaitaire. C'est tout à fait intéressant. Autre aspect intéressant, on trouve bien dans ces travaux, dans ces analyses comparées, des aspects qui ont trait, par exemple, au guilty plea ou plea bargaining, c'est-à-dire la négociation sur la peine, ou encore des aspects qui inspirent les alternatives aux poursuites. Bref, la pensée de Mireille Delmas-Marty est une pensée qui est extrêmement riche. Bien évidemment, par la suite, elle a eu énormément d'autres travaux sur lesquels d'autres s'exprimeront certainement beaucoup mieux. En raison de l'émotion, simplement, je souhaitais lui rendre hommage. J'ai toujours ses ouvrages, bien évidemment, et en mémoire les échanges que nous avons pu avoir. Ce soir, le droit pénal, et je pense qu'il va rester pour longtemps, le droit pénal est orphelin d'une de ces figures qui l'a le plus inspiré. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un bon 14 février. Au revoir Mireille.